Valérie Guimont a donné pouvoir à Laure Velay. Laure Velay. Présent. Marc Guélienne. Présent. Victor Melfondon. Présent. Très bien. Avant de démarrer l'ordre du jour de ce conseil, nous avons reçu un vœu formulé par l'équipe de Laure Velay, Saint-Didier autrement, et qui porte sur le parking des Sœurs. Si vous êtes d'accord sur ce principe, je vous propose de l'aborder au moment des questions orales. Donc le premier point concerne le compte-rendu des décisions du maire. Il n'y en a pas eu depuis le dernier conseil, donc cette rubrique porte la mention néant. Le point suivant porte sur l'approbation du procès-verbal de la séance du 27 janvier 2021. J'ai reçu les remarques de Laure concernant ce compte-rendu du mois de janvier. Il y avait un point, page 8, sur le point 10, auquel il manquait toute une partie, donc on rajoutera effectivement cette partie manquante. Et pour le deuxième point, concernait un point, page 10.12, sur les S3 et 16, et nous vous proposons de mettre. Valérie Guillemont rappelle qu'elle a participé à la mise en place de ces lignes, que le transport à la demande est pris en charge par le Citral, alors que les lignes S3 et S16 sont prises en charge par les communes. Elle appuie la nécessité d'un bilan de fréquentation du transport à la demande. Est-ce que c'est bon pour vous? Ok, très bien. Eh bien, s'il y a d'autres remarques, Ludovic, écoute. Excuse-moi, je pensais qu'on allait passer au vote, excuse-moi. Je voudrais demander une correction en fait en début de page 4, sur une intervention que j'ai faite. En fait, il y a quelque chose qui peut prêter à confusion. En fait, il est indiqué, enfin, contrairement au projet de budget de décembre, les 400 000 euros, etc. On a à comprendre que les 400 000 euros en proposition décembre étaient fléchés sur le logement social, ce qui n'était pas le cas non plus. Attends, redis-le moins vite parce que j'ai pas compris. Oui, pardon. Donc on est en début de page 4. Oui, je suis en début de page 4, voilà. oui, sur les 400 000 euros d'acquisition foncière. Oui, la proposition qui indique que contrairement au projet de budget de décembre, les 400 000 euros d'acquisition, et la fin de la phrase est correcte, les fameux 400 000 euros n'étaient pas fléchés pour du logement social au budget de décembre, au projet de budget de décembre. Oui, c'est ce qui est marqué, c'est marqué. Enfin, contrairement au projet de budget de décembre, les 400 000 euros d'acquisition foncière ne sont pas fléchés pour le logement social. Ils sont fléchés pour des acquisitions foncières, mais pas forcément des acquisitions de logement social. En indiquant contrairement, on a l'impression qu'en décembre, c'était le cas. Ah, d'accord. Oui. Mais pas forcément. D'accord. Qu'est-ce que tu veux qu'on mette? Peut-être qu'on enlève cette proposition, simplement. On enlève cette proposition? Le contrairement au projet de budget de décembre. On enlève que le contrairement? Ou la totalité, ce qui est entre virgules. Ben non, parce que les 400 000 euros qu'on met pour les acquisitions foncières ne sont pas forcément 400 000 euros pour des acquisitions foncières de logement social. Ça peut l'être, mais ça peut être aussi d'autres acquisitions. Oui. C'est simplement le contrairement au projet de budget de décembre qui est problématique. Eh ben, on peut enlever le contrairement, mais du coup, on n'est pas dans le même esprit, parce qu'en décembre, quand on a fait la commission finance, on n'a pas parlé de ces acquisitions foncières, par contre, on les avait mis au budget. C'est ça ton truc. Non, il n'y avait pas de mention. En fait, quand on s'est vu en commission, oui. Il n'y avait pas de somme allouée à quoi que ce soit. Très bien. Cette rubrique. Je peux réécouter l'enregistrement et voir ce que tu as dit exactement. Mais Vincent, vous notez la remarque et on refait le compte-rendu dans ce sens. Oui, merci. D'accord. Ok, très bien. Il y avait d'autres choses sur ce compte-rendu, Ludovic? Non? D'accord. Donc, si vous en êtes d'accord, on fera cette rectification. Et je vous propose de le soumettre à l'approbation du conseil municipal. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Excusez-moi, je n'ai pas vu si vous aviez levé les mains. Non? Alors, je recommence. Ça sera mieux dans l'autre sens, effectivement. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Le point suivant concerne le règlement intérieur du conseil municipal.
Comme vous l'avez vu dans la note, dans les 6 mois qui suivent son installation, le conseil municipal procède à l'établissement de son règlement intérieur et à défaut, c'est l'ancien règlement qui reste valable jusqu'à temps qu'on adopte une nouvelle version. Donc vous avez la nouvelle version dans les mains. Et donc le conseil municipal dont vous faites partie est l'organe compétent pour délibérer les affaires de la commune. Les règles de fonctionnement sont assez simples et assez souples, mais sont strictement encadrées dans la légalité. Dans le document qui vous a été envoyé, vous avez en préambule la charte de l'élu local qui a été lue et qui vous a été remise lors du premier conseil municipal en juillet dernier. Et ensuite, vous trouvez tout ce qui se rapporte à la bonne marche d'un conseil municipal. Donc, avez-vous des questions ou des remarques avant de passer au vote de ce règlement intérieur? Oui, j'aurais plusieurs points à relever, si c'est possible. Je vais peut-être les éditer. Ça marche aussi. Et puis, on t'enverra peut-être la liste après, comme s'il y a plusieurs points. Très bien. J'avais page 8, le point 1, 2, 3, 2. Le caractère obligatoire de la communication des questions diverses 48 heures au moins avant le début de la séance nous semble un petit peu abusif. Bien sûr, on fera en sorte que vous ayez les questions en amont, mais de la rendre obligatoire, on trouve ça un petit peu abusif, surtout que la jurisprudence a reconnu l'illégalité de ce type de process. D'accord. Parce que du coup, si on vote, il faut peut-être que tu nous donnes une réponse ou qu'on sache, parce qu'autrement, on ne peut pas voter en conséquence. Je vais laisser Vincent vous répondre sur toute la partie juridique de cette remarque. Alors effectivement, sur cette partie de questions diverses, la jurisprudence a effectivement rappelé l'interdiction de la communication intégrale de la question, mais là le règlement précise non pas la rédaction intégrale, mais l'objet ou le thème de la question. Donc en fait, c'est nécessaire pour que le maire puisse réunir les éléments d'information. C'est ce que votre groupe a d'ailleurs fait sur certaines questions, en émettant le thème de la question, et ensuite le texte intégral est remis en séance, lors de la séance. Donc il ne s'agit pas de la rédaction intégrale de la question. Oui, non, on est d'accord, c'est juste le mot obligatoire qui nous dérange dans la mesure où, bien sûr, on le fait en toute intelligence collective de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais c'est le mot obligatoire qui nous dérange et qu'on aimerait qu'il soit enlevé, parce que du coup, si on a une question, et la jurisprudence a légiféré là-dessus. Non, la jurisprudence a légiféré sur l'intégralité de la question. Non. Non, il y a effectivement dans la jurisprudence des éléments très clairs qui disent que l'obligation supposerait que l'on ne peut pas intervenir en cours de séance pour pouvoir s'exprimer, ce qui est une atteinte à la liberté d'expression d'un élu. Donc voilà l'esprit de la jurisprudence. Je vous propose de vous envoyer la jurisprudence. Je peux vous donner la liste des arrêtés du Conseil d'État ou des tribunaux administratifs, mais c'est juste le mot obligatoire. Il n'est pas question pour nous d'aller chercher la petite bête et ne pas envoyer les questions. Au contraire, tout notre intérêt, c'est que vous apportiez les questions aux réponses, enfin les réponses aux questions données. Chose qu'on n'a pas eu un certain temps, par exemple, on parlait du budget, en tout cas de la masse salariale, par exemple, parce que vous ne le saviez pas. Donc on a intérêt à vous poser ces questions. C'est juste le côté obligatoire qui pourrait devenir une atteinte à la liberté d'expression au sein du conseil municipal d'un élu à un moment donné. Voilà. De toute façon, quand on n'a pas les éléments de réponse, comme on vous citiez un exemple tout à l'heure, on se renseigne et on vous donne les réponses après. Donc, c'est l'état d'esprit que oui, voilà, ça ne change pas grand-chose. Qui fait acte de quelque chose qui va à l'encontre des libertés. À part J'ai compris. Bon, si vous voulez nous envoyer la jurisprudence, on regardera par rapport à ce qu'on a, mais on le laisse pour l'instant comme ça. En plus, ce règlement, il a été fait avec le cabinet Petit qui nous assiste dans la rédaction de nos documents,
Et il ne nous a pas soulevé ce point. Oui, j'entends bien, mais du coup, s'il y a eu une jurisprudence, c'est que déjà les cas ont été soulevés ailleurs dans d'autres communes. Oui, peut-être. Je peux aborder les autres points? Bien sûr. Alors, page 9, on a le point 1 de 4. On se posait la question de savoir pour quelles raisons les interventions des personnes non élues ne sont pas retranscrites dans le téléséance. Est-ce que l'on peut supprimer cette phrase? Parce que c'est souvent des gens peut-être qui apportent des points techniques, des apports essentiels. Le point 1 de 4, c'est la présence des fonctionnaires et des collaborateurs Voilà. municipaux. Voilà. Oui, il y a marqué que leurs propos ne sont pas retranscrits. Oui, Vincent, je peux vous passer le micro, mais j'ai entendu ce que vous dites. Ils n'ont pas de voix délibérative, c'est pour ça que ce n'est pas reporté dans les comptes rendus. Oui, mais c'est dommage pour le bon éclairage de chacun. J'avais exactement la même remarque, je prends la parole à ce moment-là, j'avais exactement la même remarque, et je trouve que c'est un... Prends ton micro, Ludovic, parce que sinon on va avoir des problèmes. J'avais la même remarque, en fait, j'interviens à ce moment-là, j'avais la même remarque, et je trouve gênant ce manque de transparence, en fait. Si on estime que les personnes sont qualifiées pour intervenir, il n'y a aucune raison que le public ne soit pas informé de ce qui a été dit par ces personnes qualifiées. Oui, mais tu remarqueras qu'il n'y a pas d'agents municipaux en grand nombre. Quand ils sont là, c'est pour faire le secrétaire de séance et pour prendre des notes et autres, et qu'aujourd'hui, il y a juste le DGS qui est là. Je pense que la terminologie de personnes qualifiées est plus large que les agents municipaux. En général, dans une assemblée, on peut faire intervenir, et c'est utile, c'est souvent des experts. Mais encore une fois... Mais du coup, ou alors à ce moment-là, c'est préciser que si c'est une protection des agents municipaux, le préciser. Mais je pense que tel que c'est écrit ici... c'est marqué collaborateurs et fonctionnaires. Donc c'est bien des agents municipaux. Donc les propos du DGS ne sont pas forcément expérimentés ou à redire. C'est pas ça, c'est pas qu'ils sont pas justes ou qui portent à confusion ou autre, c'est que ça ne sera pas retranscrit dans le compte-rendu. Oui, mais je trouve ça dommage parce que c'est lui qui apporte justement l'expertise très souvent. Oui, mais bon, voilà. C'est les statuts des conseils municipaux qui sont faits comme ça. On ne va pas nous refaire des choses qui sont déjà faites par d'autres communes et validées par nos avocats. Oui, mais justement, si on discute du règlement intérieur, c'est pour éviter qu'il y ait justement un conflit plus tard. Donc, je trouve dommage, moi, d'autant cas... Très bien, on en prend note, monsieur Dumont. Ça porte pas la conséquence là-dessus. On en prend note. Page 11, le point 1 de 10. La première phrase est pour moi antithétique. Comment est-ce qu'on peut retranscrire intégralement les débats et délibérations sous forme synthétique? Oui, c'est-à-dire que tous les points sont pris en compte. Oui, mais il faudrait que ce soit exhaustif et non pas synthétique. Mais c'est pas du mot à mot. Oui, mais ça porte à confusion, c'est un petit peu contradictoire. Intégralement et après sous forme synthétique. Oui, l'intégralité des débats, c'est-à-dire tous les points qui ont été soulevés. Tous les points soulevés font partie du compte-rendu de manière synthétique. On a un autre point en page 13, le point 2.1.2. Le délai de 48 heures... Excusez-moi, je vais réintervenir sur ce que disait Isabella à l'instant. Il y a effectivement une jurisprudence qui dit que les élus disposent du droit de faire comprendre leur déclaration au conseil municipal d'un document qui les authentifie. Aussi, les interventions des orateurs ne sauraient être supprimées des procès-verbaux de séance. Voilà. Et ça, c'est la Cour d'appel administrative. Je vous le ferai passer, Marseille, 21 janvier 2003. Donc on est revenu sur la première question. Un instant, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit exhaustif. Ah non, sur la question précédente, pas sur la première question. Je parle des propos exhaustifs, sur le compte rendu. Sur le point 1 de 10, apparemment, c'est ça?
Page 11 sur le point 1 de 10. Bon, de toute façon, on fera parvenir toutes les jurisprudences peut-être. Très bien. Avec les points traités. Il y avait encore un autre point, je crois. Oui, il y avait page 13, le point 2, 1, 2. C'était le délai de 48 heures au plus tard pour adresser les convocations des commissions. Ça nous semblait un petit peu court. Est-ce qu'il serait possible de le rallonger pour... Est-ce que c'est juste la convocation, mais que le calendrier institutionnel restera en place? C'est au plus tard. Oui, mais donc ça peut être la possibilité d'envoyer que 48 heures. Donc si les gens ne sont pas prévenus, ils seront prévenus, il y a un calendrier institutionnel qui est déjà... Oui, au plus tard. Voilà. Je ne peux pas dire d'autre chose. Hein. On essaye toujours de faire les délais et de prévenir les gens le plus possible en amont. Quand on connaît d'une réunion à l'autre la date de la prochaine commission, on le dit également. Ce n'est pas toujours le cas et donc on est tenu d'avertir au moins 48 heures au plus tard. Oui, Didier dit, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais que s'il y a nécessité, quelque chose d'urgent, effectivement, on peut convoquer très rapidement une commission. Nous avons un autre point, page 17, c'est le point 4.2.2. Sur les modalités techniques, la phrase dit « Les élus n'appartenant pas à la majorité municipale disposeront des 2 tiers restants de cet espace répartis équitablement entre les autres groupes. » Et on aimerait, si vous en êtes d'accord, remplacer par un espace réparti équitablement entre les groupes non majoritaires. Dans la mesure où, je ne sais pas s'il y a une scission entre une liste, que l'espace ne soit pas tronçonné, l'espace restant ne soit pas tronçonné. Oui, alors c'est effectivement un ça que ça peut signifier, c'est-à-dire que les 2 tiers restants sont aujourd'hui répartis à 50-50, et s'il y avait 3 groupes de constitués, il serait donc constitué, ce 2 tiers restants, d'un tiers, un tiers, un tiers, pour la partie restante, on est bien d'accord, divisé équitablement entre le nombre de groupes restants. C'est bien ça que ça veut dire en français. Ce qui veut donc dire que le groupe majoritaire, mettons qu'on soit dans 3 ans, qui est peut-être en tout 4 listes, d'accord, 5 listes. Et donc demain, il y a d'autres listes, d'autres décisions dans les groupes. Le groupe en fait donc majoritaire aurait donc un tiers figé en fait, et les autres se partageraient le morceau restant. Du coup, c'est pas en fait vital. On n'aurait pas la même proportion par groupe. Or c'est ce qu'on réclame en fait. De la même place pour le groupe majoritaire et les autres groupes qui viendraient à être là. Je recommence mon discours. Non, j'ai compris, mais j'écoute en même temps ce qu'on me dit. Et voilà. Effectivement, ça peut paraître non équitable, mais c'est aussi respecter la proportionnalité. Et donc, voilà, c'est effectivement figé comme ça. 2 tiers pour l'équipe majoritaire et le reste de l'espace est divisé là, aujourd'hui, entre les 2 tiers, c'est-à-dire entre les 2 autres groupes. Et les 2 tiers seraient partagés entre 3 ou 4 ou 5, ou s'il y en avait d'autres qui venaient à se créer d'ici la fin du mandat. Ce que je ne souhaite pas. Je pense que là, il y a un premier problème d'inéquité au départ. Hein. Il n'y a pas de raison, à mon avis, que la majorité municipale ait un tiers dans l'expression libre. Hein. Elle a déjà voix au chapitre dans une grande part du bulletin municipal. Oui, mais là, ce n'est pas la voix municipale, c'est la voix de la liste. Et donc, il y a déjà un problème de répartition au départ sur ce premier tiers. Et puis ensuite, effectivement, un problème si aujourd'hui ou demain, un groupe, enfin, les différents groupes étaient modifiés pendant le mandat ou après le mandat. Donc, je
je pense qu'une répartition plus équitable, ce serait simplement de répartir équitablement, à parts égales, la rubrique d'expression libre entre les différents groupes constitués. Ce qui simplifierait et non, c'est pas simplifié. Aujourd'hui, c'est simplifié, c'est divisé par 3. Aujourd'hui, c'est simple. C'est vous qui créez une situation qui semble difficile, mais c'est divisé par 3. Parce qu'il y a 3 groupes. Parce qu'il y a 3 groupes. Voilà. Et il y aurait 4 groupes, ça serait divisé par 4. Non, mais c'est pas ce qui est écrit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que s'il y avait 4 groupes, ça serait aussi un tiers pour la majorité et les 2 tiers restants divisés par 3. S'il y avait 4 groupes. Non, donc c'est bien 3 groupes. C'est pas un tiers pour la majorité, c'est la surface complète disposable pour les différents groupes qui est à séparer de façon équitable. Donc si demain il y avait 4 groupes, la majorité ou le représentant de la majorité n'aurait qu'un quart de l'espace. Et bien c'est bien pour ça qu'il faut corriger la façon dont c'est tourné. Ben, je ne sais pas si ça va être corrigé, on va le laisser comme ça. Vous pourrez voter contre ce règlement intérieur du conseil municipal. Vous aviez d'autres choses? Oui, j'ai d'autres choses. Sur la modalité de remise des textes, il est notifié au cas où un texte ne serait pas parvenu dans les délais, soit le 15 du mois précédent la parution du magazine municipal. L'emplacement concerné comportera uniquement la mention suivante de texte non communiqué dans les délais. Nous souhaiterions le remplacer par soit 15 jours avant la diffusion du magazine municipal, dans la mesure où on ne sait pas où la date, elle n'est pas forcément fixe. Vous voyez Oui, si c'est en fin de mois, ça fait 1 mois et demi, donc ça fait une différence de... Est-ce qu'on peut arrêter d'avoir les commentaires à gauche? C'est très délicat. Le bouclage du bref c'est toujours 15 jours avant la fin du mois. Ça dépend quand est-ce que tombe le 15, bien évidemment. Oui. Ça tombe un samedi ou un dimanche, ça fait un petit décalage, mais généralement c'est la date qui est donnée à toute personne qui veut faire une publication dans le bref. Donc c'est pas que ça serait plus juste de dire 15 jours avant la diffusion, au cas où, je ne sais pas, où il y a une problématique factuelle. En fait, ce délai il nous est donné par l'imprimeur. Oui. Donc avant la distribution, c'est pas, on distribue même avant la fin du mois le bref. Donc on n'est plus... Il y en avait encore 3 petits points. Il n'est pas fait état. Il n'est pas fait état de l'intervention possible d'associations ou de comités de quartier. Alors ça figurait dans l'ancien règlement intérieur. Est-ce qu'il y a une raison? Non, il n'y a pas de raison parce que c'est toujours possible de faire des publications dans le bref. Non, c'est pas dans le bref, c'est dans le règlement intérieur, selon le conseil. Oui, mais la publication, c'est pas dans le règlement intérieur, c'est bien dans le bref. Non, on parle d'intervention. En conseil municipal, pardon. Moi, je n'ai pas compris ton sens de la question. C'est vrai, je n'ai pas revenu au... Mais c'est quel chapitre? Parce que si on le fait dans l'ordre... Justement, ça y est pas. Alors, dans le règlement intérieur, de l'ancien, ça y était. Écoute, Isabelle, moi, j'ai pas le dernier... j'ai pas le précédent règlement là sous les yeux, donc il faut que je le regarde. J'avoue que je ne me souviens pas de ce point. Il y a 3 points. On vous les fera parvenir. Oui, d'accord. Article 14. Article 14, le dit là. Article 14? Oui, sur l'ancien. Ah, sur l'ancien. Puisqu'il n'existe pas dans le... Tout l'intérêt de donner effectivement les questions avant pour qu'on puisse vous donner les bonnes réponses. Parce que là, n'ayant pas le règlement précédent, je ne peux pas vous répondre. Également, il est fait mention des moyens immobiliers et matériels qui sont alloués aux élus d'opposition. Ça, c'est sur quelque chose qui apparaît. Qui n'est pas long. Donc, on va relister toutes les questions, on te les envoie avec les... Très bien. Hein. Et pareil, le dernier point,
Et il n'est pas fait mention de l'enregistrement sonore des conseils, alors ça l'était pareil dans l'ancien règlement. J'ai pas bien compris l'avant-dernier point, Isabelle, tu peux me redire L'avant-dernier ou dernier? Oui, pas l'enregistrement des conseils, l'autre avant, sur la mise à disposition. Des moyens immobiliers et matériels qui sont alloués aux élus d'opposition, c'est-à-dire que si on a besoin d'une salle, c'était marqué dans le règlement intérieur, et comme ça n'apparaît pas, c'était juste on avait fait la comparaison pour savoir s'il y avait une raison. D'accord, non, il n'y a pas de raison, puisque en étant associatif, vous avez droit à un prêt de salle quand vous le souhaitez, en fonction des salles disponibles, mais c'est pas un souci. Pour aller dans votre sens, je dirais que de toute façon, c'est inscrit dans CGCT. C'est-à-dire que la mise à disposition d'une salle est de droit. Parfait. Merci. Oui, en fait, sur l'enregistrement des séances, à la page 6 concernant la publicité et la police de l'Assemblée, on voit que c'est noté que, sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article etc., du Code général des collectivités territoriales, ces séances peuvent être retransmises par des moyens de communication audiovisuelle. Ils peuvent, mais pouvoir, on peut le faire de manière systématique, pas forcément. Il n'y a pas d'obligation dans la obligation légale d'enregistrer de manière sonore les comptes rendus les CM. Je pense pas. Mais de toute façon, ils sont toujours enregistrés, hein, les CM, depuis déjà plusieurs années. Puisque c'est cet enregistrement qui permet de faire les comptes rendus. Ok, mais je veux bien que vous nous passiez tous les points. Très bien. Merci. J'ai une remarque supplémentaire. Oui, Ludovic, excuse-moi. Oui. Non, je t'en prie. Sur la partie du magazine municipal 422, en page 17, sur la rubrique, il est indiqué la rubrique tribune libre est réservée à des parutions de texte. Aucune photo, aucun dessin, aucune illustration, aucune caricature ne saurait remplacer un texte, ni même le compléter, sauf accord préalable du maire. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui devrait être du ressort du directeur de la publication que du maire. Et je crois que c'est moi qui suis directeur de la publication. Ce serait peut-être bien d'avoir le bon vocable, parce que je pense que si des fois ça devait changer, je pense que c'est peut-être plus utile que ce soit du ressort du... Comme il y a beaucoup de remarques et que nous devons regarder le précédent règlement, si vous êtes d'accord, je vous propose de différer le vote de ce règlement intérieur au mois prochain, enfin au prochain conseil municipal. Ça vous va? Est-ce que tout le monde est OK sur ça? Oui, merci. Merci. Alors, le point suivant concerne l'élection de la commission de délégation de services publics. C'est donc une commission d'appel d'offres, comme celle qui existe déjà et qui a été mise en place. Et par analogie, nous avions proposé d'inscrire la même liste avec les mêmes personnes. Laure nous a demandé que Marc Gaglione soit titulaire dans cette commission de délégation de service public et que M. Dumont soit suppléant. Donc nous rappelons que les membres sont élus pour toute la durée du mandat. Il y a 5 titulaires et 5 suppléants et les listes peuvent être déposées jusqu'à l'élection. Et à ce titre, nous faisons aussi un changement, c'est-à-dire que nous mettons Virginie Bognard, membre titulaire, et Claude Basset comme membre suppléant. Donc si vous en êtes d'accord, la liste elle est composée de la façon suivante. En membre titulaire, on aura Virginie Bognard, Philippe Six, Didier Verdillon, Marc Gaglione et Ludovic Baneufrezol. Dans les membres suppléants, on trouvera Philippe Descotte, Bertrand Madamour,
Claude Basset, Gilles Dumont et Laure Velette. Donc il y a eu juste une inversion pour l'équipe de Laure entre Marc Gaglione et Gilles Dumont, et pour notre liste, un échange entre Virginie Bobnard et Claude Basset. Si vous le permettez, j'ai une question juste d'ordre technique là, pour savoir, parce que, effectivement, Ludovic Valmet-Frozol est seul. Je veux dire que s'il est absent, qui est-ce qui devient son suppléant? Eh bien, une personne de son choix, mais malheureusement, dans cette commission d'appel d'offres, ne peuvent siéger que des élus. Et comme il est seul élu, on compte sur lui pour être présent à toutes les commissions. Je vous propose de mettre au vote ces membres titulaires et suppléants pour la commission d'appel d'offres de délégation de services publics. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Le point suivant concerne le taux d'imposition 2021 et je passe la parole à Philippe Six. Bien, bonsoir. Donc, les taux d'imposition 2021, donc conformément au Code des communes, au Code général des impôts, pour réaliser le besoin de financement dégagé par le budget primitif, la réforme de la taxe d'habitation, entraînant sa suppression progressive, on en a déjà plusieurs fois parlé, sera compensée par l'État. La taxe d'habitation sur la résidence principale, encore payée par 20% des foyers fiscaux, sera affectée à l'État dès cette année, donc dès 2021, en vue de sa suppression sur 2021-2023. Les communes continueront de percevoir la taxe d'habitation afférente aux résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, mais ne pourront à nouveau voter le taux qu'à compter de 2023. Le taux de taxe d'habitation est reconduit par la loi à son niveau de 2019 pour les années 2020 à 2022. Alors, la commune ne percevant plus la taxe d'habitation sur les résidences principales, elle percevra en contrepartie la part départementale de la taxe sur les propriétés bâties, donc la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui est, comme vous avez pu le voir dans le tableau, de 11,03%. L'État se chargera de surcompenser ou de sous-compenser par un coefficient correcteur le produit ainsi obtenu pour garantir à la commune un produit constant. Par exemple, en ce qui nous concerne à Saint-Didier, nous aurons une surcompensation qui pourra s'élever jusqu'à 33% de la part départementale de la taxe foncière sur le bâti. Le but étant d'arriver à l'égalité. La commune a la possibilité de faire varier ses taux de taxe foncière, mais décide de ne pas augmenter ses taux communaux pour 2021. En application de la loi de finances et de la réforme de la fiscalité, la part départementale du taux de taxe sur le foncier bâti doit donc être intégrée au taux communal, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Bien, je vous reprends le tableau qui résume ce que nous allons voter. Donc, au niveau des taxes, taxes d'habitation, les taux communaux pour 2020 sont actuellement de 15,22%, et ça, ce taux est figé. Le taux pour le foncier bâti est actuellement de 16,26%, plus la part départementale dont on a parlé de 11,03%, ce qui fait un total de taxes foncières pour le bâti de 27,29%. Et enfin, la taxe sur le foncier non bâti reste à 29,11%. Voilà ce sur quoi il faudra voter.
Très bien. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Oui, j'ai une question pour essayer de comprendre. Si j'ai bien compris, l'État va compenser une partie de la taxe d'habitation autrefois perçue d'une façon figée. C'est ce qui correspond au papier. Donc, ça va bien être perçu à travers les impôts que les Français payent par ailleurs et reversé à la commune. D'où vient, d'une part, cette part départementale transférée, puisque ça fait déjà un bout de temps que la métropole n'a plus rien à faire avec le département. Donc, d'où vient cet élément du département? Et la deuxième question en conséquence, je voudrais être certain que quelque part, ça ne soit pas une augmentation d'impôts. Alors, c'est un reproche que je fais dans la mesure où vous êtes un peu coincé avec ça, je veux bien. Mais, au bout du compte, il n'y aurait pas eu une augmentation du foncier, qui est assez importante. Et puis, de toute façon, il y aura un reversement à travers d'autres impôts qui ont été versés, etc. Donc, j'aimerais savoir comment vous analysez ça, et d'où vient surtout cette part du département. Pour le contribuable, ça ne change rien, puisqu'aujourd'hui, celui-ci paye en deux parties la taxe foncière, une partie pour la commune et une partie départementale. Ce que propose l'État, c'est que la partie départementale soit dorénavant portée au bénéfice de la commune. Mais pour le contribuable, ça ne change rien. Après, ça, c'est des décisions de la loi de finances. C'est compliqué d'aller contre, déjà. Et donc, c'est quelque chose qu'on applique parce que c'est la loi. Oui, je comprends bien que je comprends bien, mais enfin, je comprends bien effectivement que c'est difficile d'aller contre la loi, parce que c'est la loi de finances. Simplement, j'essaie moi de mieux comprendre le processus. La part départementale, je suis très étonné qu'il y ait une part encore de foncier qui soit versée sur le département, sachant que la métropole, justement, fait scission avec le département. Oui, mais on est la seule métropole à avoir ce cadre. Donc je pense qu'on ne va pas faire la loi de finances uniquement pour la métropole de Lyon. Donc je pense qu'en fait, ils uniformisent pour toute la France de la même façon. D'autres choses? Oui, j'avais une question plus de curiosité. Il a instauré une exonération pour 80% des foyers fiscaux en France de la taxe d'habitation. Je serais curieux de savoir, à Saint-Didier, le nombre de foyers fiscaux qui sont exonérés à ce jour, en proportion. Dit autrement, je pense que la proportion n'est pas celle au niveau national. Je n'ai pas les chiffres, je ne les connais pas, donc on se renseigne et on redira ça au prochain conseil. Merci. D'autres choses? Ok, très bien. Je vous propose de mettre ces taux d'imposition 2021 à l'ordre du jour. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Le point suivant concerne l'avis du Conseil municipal sur le pacte de cohérence métropolitain 2021-2026. Donc, comme vous l'avez vu dans le contexte qui est exposé, en vertu de la loi numéro 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM, et de l'article L3633-3 du Code général des collectivités territoriales, la conférence métropolitaine élabore, dans les 9 mois qui suivent chaque renouvellement général des conseillers municipaux, un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes qui composent cette métropole. Selon la loi, il fixe pour la durée du mandat la stratégie de délégation de compétences de la métropole aux communes et des communes à la métropole de Lyon. Le projet de pacte est élaboré et adopté par la conférence métropolitaine des maires. Le pacte de cohérence métropolitain est arrêté par délibération du Conseil de la métropole après consultation des conseils municipaux des communes situées sur son territoire.
Donc, le pacte métropolitain 2021-2026 sera voté en Conseil de la métropole le 15 mars prochain. Avant cette date, il doit être donc présenté pour avis dans les conseils municipaux de chaque commune de la métropole. C'est ce que nous faisons ce soir. Et auparavant, le 29 janvier dernier, en conférence métropolitaine des maires, chaque maire s'est prononcé pour, contre ou s'est abstenu pour ce vote. Nous nous sommes concertés, les maires de la CTM Ouest-Nord, et avons décidé de voter pour. Gilles Pillon, qui est le président de notre CTM, a cependant, comme l'ont fait d'autres maires et d'autres présidents de CTM, tenu à faire quelques réserves avec ce vote pour, et je vous lis le texte qu'il a dit au président Bruno Bernard. Les maires de la CTM Ouest-Nord, puisque c'est comme ça que s'appelle notre CTM, expriment leur envie de travailler en réel partenariat avec la métropole, dans un respect mutuel et donc dans un mode de fonctionnement apaisé, respectueux de la place des maires dans la métropole, ce qui implique donc une gouvernance plus transversale, remettant le maire et la commune au cœur des dossiers. Et j'ajouterais, dans une relation gagnant-gagnant. Nous regrettons que la loi amène les maires à s'exprimer avant leur conseil municipal. Le législateur a encore là du travail pour que la loi MAPTAM réponde à la logique démocratique. Un vote favorable n'est pas un blanc-seing, tout comme une abstention n'est pas un rejet pur et simple, toutes les communes pouvant se retrouver dans les axes stratégiques. Si nous reconnaissons les avancées sur le volet financier, nous pensons qu'il faut redonner un peu d'espoir à toutes les communes dont le montant du FIC et de la PROX a pu fortement baisser, ou aux communes victimes des dégradations de voirie suite aux violences urbaines, en instituant une enveloppe spécifique pour gérer l'urgent et l'exceptionnel. La rédaction de l'axe 6 concernant le logement inquiète de nombreux maires qui ont le sentiment que vous voulez les déposséder de leur mission d'aménagement de leur commune. Seul le partenariat et la confiance permettront de travailler sereinement sur le logement social. Nous sommes très souvent déjà investis dans la production de logements sociaux. Encore faut-il accepter que nos communes soient toutes différentes et que l'uniformité ne peut exister. Vous comprendrez donc que le pacte doit tenir ses engagements dans sa déclinaison par commune et par territoire, dans des approches partenariales et dans le respect de l'histoire et de la vie de chaque commune. La clause de revoyure en 2023 sera une étape charnière car elle sera l'instant de vérité. Et Gilles Pillon a conclu en déclarant que la CTM Ouest-Nord vote pour le pacte 2021-2026. Donc on a un petit PowerPoint de présentation qui est à l'écran, que je vais balayer assez rapidement. Donc en fait, le pacte de cohérence métropolitain fixe le cadre juridique. Donc, on voit que la conférence métropolitaine, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, élabore dans les 9 mois suivant le renouvellement général des conseillers municipaux un projet de pacte de cohérence métropolitain entre la métropole et les communes situées sur son territoire. Ce pacte est fixe pour la durée du mandat et il détermine la stratégie de délégation des compétences de la métropole aux communes. La conférence métropolitaine des maires adopte ce projet à la majorité simple des maires et doit représenter la moitié de la population totale. Et le pacte de cohérence métropolitain est arrêté par délibération du Conseil de la métropole de Lyon après consultation des conseils municipaux. Voilà, donc c'est pour la métropole, c'est un outil majeur, et pour les communes aussi, un outil majeur qui définit les relations qui vont exister entre la métropole et les communes du territoire, sachant que l'exécutif a donc été renouvelé. C'est donc le deuxième pacte, puisque la loi elle a été votée en 2014, et donc on avait un premier pacte qui allait de 2015 à 2020, et celui-ci va de 2021 à 2026. Le projet de pacte de cohérence métropolitain, il a été élaboré de la façon suivante.
il y a eu la tenue de 10 réunions de CTM entre septembre et novembre. Il y a 10 CTM, donc ça faisait donc une réunion par CTM, et la nôtre a eu lieu le 30 septembre 2021. Ensuite, il y a eu des groupes de travail avec des maires qui ont travaillé sur le volet financier du pacte, sur plusieurs réunions, et dans la CTM Ouest-Nord, c'est Gilles Pillon, son président, qui a travaillé sur ce volet financier. Donc le pacte a été adopté en conférence métropolitaine le 29 janvier et passe pour avis dans notre conseil municipal de ce soir, puisque on avait obligation de le faire avant le 11 mars, puisque ça passe en métropole le 15 mars. Donc, comme on l'a dit, le pacte de cohérence métropolitain est donc le cadre général de la relation qui nous lie avec la métropole. Nous allons voir tout à l'heure quelles sont les instances de gouvernance à l'intérieur de ce territoire métropolitain. Et puis, le mot d'ordre qui passe, c'est que la politique métropolitaine doit être efficace et être au service des habitants de son territoire. Une fois que le pacte sera voté, les conférences territoriales des maires ont l'obligation de faire dans les 9 mois qui suivent l'adoption du pacte un projet de territoire. Et donc, nous allons commencer à travailler avec la CTM Ouest-Nord sur le projet de ce territoire dès que le pacte sera voté en conseil métropolitain. Et nous verrons après l'outillage qui est mis à notre disposition, notamment le volet financier pour la mise en œuvre de ce pacte. Les instances de gouvernance du territoire métropolitain, il y a d'abord le Conseil de la métropole, donc c'est l'organe délibérant de la métropole de Lyon. Il faut savoir qu'il y a 150 conseillers métropolitains qui ont été élus au mois de juillet avec les dernières élections au suffrage universel direct, et donc représentent l'intégralité du territoire. Ces 150 personnes, c'est donc le président de la métropole, les 23 vice-présidents, les 42 conseillers membres et les 84 conseillers métropolitains. Il y a des commissions permanentes qui sont composées de 66 membres, qui sont donc le président, les 23 vice-présidents et les 42 conseillers membres, donc ça fait 66 membres dans ces commissions permanentes qui travaillent sur les différents sujets au sein de la métropole. Vous avez ensuite la conférence métropolitaine des maires, qui est l'instance qui réunit tous les maires, et c'est là où on peut effectivement discuter de tous les sujets d'intérêt métropolitain. Ensuite, la conférence territoriale des maires, donc au nombre de 10 sur le territoire de la métropole, et nous, on est la conférence territoriale Ouest-Nord, et on regroupe 8 communes, on le verra dans le petit schéma suivant. Ensuite, il y a les conseils municipaux des communes, et puis il y a le conseil de développement, instance de participation citoyenne, qui est amené à travailler sur différents sujets. Donc sur le slide suivant, vous voyez le plan de découpage de la métropole avec les différentes conférences territoriales au nombre de 10, et dans la conférence territoriale Ouest-Nord, vous allez trouver la commune de Saint-Didier, de Saint-Cyr, de Champagne, de Limonest, de la Tour de Salvagny, de Dardilly, de Lisieux et de Écully. 4 maires hommes, 4 maires femmes. Parité respectée. Le périmètre et le rôle des CTM. Donc, dans les CTM, bien sûr, c'est un lieu d'échange d'informations. Vous en doutez bien qu'on parle surtout de la politique métropolitaine. D'ailleurs, à chaque conseil municipal, je vous fais un compte-rendu de ce qui est dit. La conférence métropolitaine a l'obligation de se réunir au moins 2 fois par an. En ce moment, elle se réunit à peu près une fois tous les mois et demi, parce que, comme vous le voyez à la fin, le président de la métropole a la possibilité de venir dans chaque CTM. On n'a pas eu le plaisir encore de l'accueillir. Mais par contre, il se fait représenter par un vice-président de son choix, et qui vient et qui parle forcément du thème qui le préoccupe. Donc le mois lundi soir, ça traite, chez Conférence territoriale des maires, le 1er mars, ça traite des mobilités. Donc c'est M. Fabien Bagnon qui sera présent à cette CTM.
Alors, pour en revenir aux axes stratégiques prioritaires, je vous les avais déjà cités. Les 7 axes stratégiques prioritaires retenus dans ce pacte 2021-2026 concernent la revitalisation des centres-bourgs, l'éducation, les modes actifs, la trame verte, la trame bleue, l'alimentation, ça va de la production à la lutte contre le gaspillage, le logement, l'accueil, l'hébergement pour qu'il soit digne, abordable et de qualité, et développement économique responsable avec de l'emploi et de l'insertion. Et puis on rappelle les domaines de coopération qui existaient déjà dans l'ancien pacte et qui concernaient l'action sociale, la santé, la culture, le sport, la vie associative, la propreté et le nettoiement, la politique de la ville et le développement urbain. Voilà. Des champs de coopération qui ont toujours vocation à se déployer, et puis on note que des coopérations peuvent se nouer en dehors du pacte de cohérence, bien évidemment. Donc la conférence territoriale des maires, je vous le disais tout à l'heure, aura à élaborer dans les 9 mois qui viennent, donc jusqu'avant décembre 2021, un projet de territoire qui sera présenté en conseil municipal pour avis, et puis ensuite qui sera délibéré en conseil de métropole. Voilà, le milieu, c'est tout ce qui concerne l'identification des axes. On travaillera bien sûr ce projet de territoire en fonction des axes stratégiques qui auront été déterminés par la CTM. Alors, un point important qui concerne l'enveloppe financière dédiée donc à toutes les communes de la métropole. Il y a une enveloppe globale qui a été votée au budget de la métropole il y a quelques semaines, qui est pour la totalité du mandat de 200 millions. Ces 200 millions, ils se divisent en 2 parties. Il y a un volet qui concerne les financements qu'on appelle FIC, qui est le Fonds d'initiative communale, et la proximité, qui représente 118 millions d'euros sur le mandat, et puis un deuxième volet qui porte sur 80 millions sur la totalité du mandat et qui, lui, financera des projets opérationnels qui s'inscriront dans les axes stratégiques du pacte. Alors, pour Saint-Didier, le FIC pour 2021 s'élève à 68 299 €. Il était de 60 000 € les autres années, donc on a eu cette chance d'avoir une augmentation. Et pour les fonds de proximité, il s'élève un petit peu plus à 70 315 €. Voilà pour Saint-Didier, sachant que le financement proximité a été mis par commune pour 2021, mais que pour les années suivantes, il devrait être mutualisé sur la CTM. Que dire sur le dernier slide. Donc bien sûr, nous vous enverrons ce PowerPoint si vous le souhaitez. Ce qui est important, c'est surtout le dispositif de suivi et d'évaluation du pacte, puisqu'il y a dans ce qui a été décidé de faire un suivi annuel avec 1 ou 2 maires qui appartiennent à la CTM. Et puis, il est prévu une clause de revoyure fin 2023, donc en milieu de mandat, pour faire une évaluation. Et ensuite, il y a bien sûr, en conférence métropolitaine, des points annuels qui seront faits sur l'avancement du pacte. Voilà, c'était un petit peu chargé, mais je pense que ça avait mérite de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et je voulais savoir si vous aviez des questions, des remarques, sachant que ce ne sont que des avis et non pas des amendements que nous pouvons faire sur ce pacte. Merci, c'est intéressant de voir l'évolution de cette structure. Une question assez générale, combien d'habitants dans notre CTM Nord-Ouest? Alors attends, je l'avais et je ne dois pas avoir... tu redirais aussi parce que je l'ai, mais pas en tête. Ouais, je
j'imagine que le découpage a été fait sur la base du nombre d'habitants, les regroupements de communes en CTM, ou est-ce que c'est un découpage administratif qui existait par ailleurs? Ah ben ça, c'est un découpage qui existait déjà dans l'ancien pacte. Et au départ, ils voulaient regrouper Val-de-Saône et Ouest-Nord. Et on a dit qu'on n'était pas d'accord, et le Val-de-Saône et l'Ouest-Nord, parce qu'on a des territoires qui ne sont pas tout à fait les mêmes, et qu'on souhaitait garder le découpage qui existait déjà. Le nombre d'habitants, je vous le dirai, je ne l'ai pas en tête. Ce qui peut créer un décalage, parce que quand on a voté sur un découpage qui était différent. Ouais, 100 000 habitants, ouais, peut-être. D'accord. Ouais, c'est pas très loin des 25 communes de la circonscription. 30 000 maximum. Je dois avoir ça dans ma sacoche. Alors, par contre, j'avais une autre question plus technique sur les délibérations. Les séances des CTM, est-ce qu'elles sont publiques? Les séances de CTM, non, elles ne sont pas publiques. D'accord. Et une autre question plus pratique sur l'avis favorable qui a été donné donc, sur le document que tu nous présentes aujourd'hui. Comment s'est faite la décision parmi les 8 maires de donner un avis favorable? Est-ce que ça a été unanime? Est-ce qu'il y a eu des discussions, des débats? Est-ce qu'il y avait des oppositions? Quelle a été ta position? Il n'y avait pas vraiment d'opposition. Moi, je souhaitais, et je pense qu'un jour on aura la visite de M. Bernard, j'aurais voulu qu'on insiste un petit peu plus sur ces communes qui ne sont pas représentées à la métropole, puisqu'en fait, on n'a pas de conseiller métropolitain autour de la table. Et par contre, si tu veux, il y avait les réserves que je vous ai lues dans la lettre de M. Pillon qui reprenaient un peu l'avis général de toutes de nos 8 communes. Donc c'était assez unanime finalement. C'était complètement, oui, il n'y avait pas de contre. D'accord, donc voilà, c'était unanime sur les réserves et sur l'avis favorable. Tout à fait. Oui, merci. Alors, 6 points nous semblent à relever et à remonter éventuellement à la métropole, mais c'est trop tard par hasard. Nous notons beaucoup de bonnes idées, une vraie volonté de bien faire, pour commencer. Nous notons également la lourdeur du système, son aspect usine à gaz, avec le coût que ça représente, et un questionnement sur la réactivité attendue. Nous nous interrogeons également sur la place réellement accordée aux maires et sur la prise en compte des spécificités locales via les CTM. Nous nous demandons comment seront financées toutes ces bonnes idées évoquées, notamment en termes de mobilité et d'environnement, et comment la commune pourra répondre à ses obligations métropolitaines. Quid des PPI, sont-elles donc remplacées par les PROX? Et enfin, nous aimerions suggérer une autre initiative afin de lutter contre l'échec scolaire, mais en amont, à savoir la création d'une école de la parentalité. Mais est-ce encore possible ou bien tout est figé? Je ne sais pas. C'est compliqué parce que comme c'est noté dans la délibération, qui est la délibération adressée par la métropole, c'est qu'un avis des conseils municipaux. Donc effectivement, en conférence métropolitaine, lorsqu'on a voté ce pacte, certains maires ont posé la question en disant « Et si on a des choses à faire remonter, comment on fait ?» On nous a dit qu'il n'y avait pas d'amendement possible. Par contre, on peut faire remonter la délibération du conseil municipal de Saint-Didier avec les réserves, les avis, les remarques, les suggestions que vous faites les uns et les autres. Hein. Ça serait bien, effectivement. Très bien. Virginie, tu auras tous les éléments que j'ai lus à l'instant, bien sûr, par mail après. Et donc, on a une question sur la PPI. Alors, la PPI, elle fixe les engagements que l'on prend sur la durée du mandat, qui sont à chiffrer. Et donc, ça, c'est le point suivant à travailler. On a rendez-vous fin mars avec la métropole, donc on est en train de travailler dessus. Est-ce que c'est compris dans le second volet? Il y avait FIC et PROX, il y avait 82 millions. C'est là-dedans que ça se passe? Non, parce que les 82 millions, ça sera des projets communs sur le territoire de la CTM. D'accord, c'est encore autre chose. Donc on a encore autre chose. Voilà, donc on a FIC, PROX, l'enveloppe de 82 et millions. les 82 millions sur la totalité du mandat. Hein. Et donc plus la BPI, effectivement, en plus. Donc il y a vraiment 4 points de financement différents. Oui. C'est ça. Merci.
D'autres choses? Très bien, donc nous vous proposons de donner un avis favorable au projet de pacte de cohérence métropolitain adopté par la conférence métropolitaine du 29 janvier 2021 et qui sera porté au vote de la métropole le 15 mars. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Le point suivant concerne le renouvellement de la convention du réseau Rebond et je passe la parole à Catherine Laforêt. Bonsoir à tous. Donc oui, la délibération que nous vous proposons concerne le renouvellement de la convention du réseau Rebond. Donc pour mémoire, je vais vous rappeler les communes qui composent ce réseau. Donc ce sont Champagne, Collonges, Dardilly, Écully, Limonest, Lisieux, Saint-Cyr et Saint-Didier. Donc en 2017, ces 8 communes ont signé une charte de coopération interbibliothèque. Et c'est en 2018 qu'on a signé donc une convention de partenariat de mise en réseau des 9 bibliothèques, donc une convention pour 3 ans. Le réseau a démarré son activité le 2 septembre 2019. Donc, en créant ce réseau, cela nous a permis d'enrichir l'accès à la documentation, à l'information et à l'action culturelle. Il y a plusieurs objectifs pour ce réseau: créer une dynamique de territoire, faciliter l'accès aux documents, enrichir l'offre documentaire, faciliter et enrichir le travail des salariés et bénévoles, rationaliser des coûts pour les communes par une mutualisation des moyens, développer des services de proximité en permettant la circulation des documents et enfin faciliter la mise en place d'animations. Donc en 2021, il s'agit donc de renouveler et d'actualiser la convention qu'on avait donc signée en 2018 pour 3 ans. Et en signant cette présente convention, donc on s'engage à poursuivre cette coopération pour une durée minimum de 3 ans, donc ce qui fait 2021-2023. Donc il vous est proposé d'accepter les termes de la convention du réseau Rebond, d'autoriser l'adhésion de la commune au réseau Rebond pour la période 2021-2023 et de donner délégation à Madame le maire ou son représentant pour signer la convention d'adhésion au réseau. Est-ce que vous avez des questions? Donc je voulais aussi ajouter, donc, il y a une animatrice qui a une mission donc, il y a une mission de coordination du réseau qui a un équivalent à mi-temps, donc c'est Marie-Pierre, qui donc du coup, l'autre mi-temps est assuré sur la bibliothèque. Voilà. Donc du coup, le portage administratif est assuré par Saint-Didier. On a donc Marie-Pierre, que vous connaissez, j'imagine, à mi-temps sur le réseau Rebond. Est-ce que vous avez des questions? Oui. J'avais une question générale sur d'éventuels changements entre cette version du renouvellement de la convention et la version précédente. Est-ce qu'il y a eu des changements importants? Et puis sinon, des questions plus précises sur certains termes, sur un terme notamment qui est dans l'article 2.2, qui indique qu'il y a une responsabilité de la commune sur sa politique documentaire. Et j'aimerais savoir ce qu'est la politique documentaire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or. Donc, sur la modification, en fait, on a rajouté la création d'une action culturelle, ce qui n'était pas porté sur la première convention. Voilà, donc qui va nous permettre d'avoir des artistes en résidence. Voilà. Et, sur la politique, sur le point 2, c'était sur la politique, c'est ça, de l'acquisition. Je reprends les termes de la convention. Il est indiqué qu'il y a une responsabilité de la commune sur sa politique documentaire, et j'aimerais savoir ce qu'est la politique documentaire de Saint-Didier. La politique documentaire, c'est d'avoir un maximum d'ouvrages pour tous les publics, que ce soit de la jeunesse. Voilà, il n'y a pas de... Je ne peux pas vous en dire plus.
crois que toutes les communes sont prêtes à signer cette convention. Voilà, parce que franchement, ça c'est issu du pacte métropolitain précédent. Ça fait partie de l'aspect culture, vie associative et autres. Et c'est, je crois, un des points qui a le mieux marché, même si ça ne représente que 8 communes. En tout cas, les communes qui participent sont unanimes pour signer cette convention. Pour compléter ce que vient de dire Marie-Hélène, effectivement, nous sommes le seul réseau existant sur la métropole à fonctionner. Donc, on sert un petit peu d'exemple pour la métropole qui souhaite développer ce type de réseau. Et on peut en profiter pour souligner le très bon travail de nos deux bibliothécaires et notamment de Marie-Pierre Bouzard qui, elle, est donc la coordinatrice du réseau Rebond. Parce que comme c'est quelque chose d'innovant, bon maintenant ça roule puisque ça a quelques années, elle a fait un énorme travail et ça se passe vraiment très très bien avec 8 communes. Et elle avait eu d'ailleurs la chance de le présenter à un congrès des maires au public des maires qui étaient là, et elle l'avait présenté aussi à David Kimmelfeld qui était venu en juin 2020, qui était passé par Saint-Didier pour découvrir justement ce réseau Rebond. Ouais, et on était lauréat au Trophée des maires, on a eu un Trophée des maires pour ce réseau. Juste pour compléter ce qui est dit, il ne faut pas oublier qu'en termes de réseau sur la métropole, il y a aussi le réseau des bibliothèques municipales de Lyon, qui est gigantesque. Bien sûr, avec lesquels on travaille beaucoup d'ailleurs. La bibliothèque de Lyon fait partie des gens chez qui on va chercher des documents, des ouvrages. Il y a énormément de trafic entre ces 8 communes. C'est impressionnant les caisses de livres qui passent d'une commune à l'autre. J'aimerais aussi juste noter la très bonne newsletter faite par justement l'équipe Virginie et Marie-Pierre. Très dynamique, très très agréable à lire et bravo vraiment à elles deux parce qu'elles sont vraiment, je pense, très très au fait de ce qu'elles font et bien on leur fera remonter parce que c'est vrai qu'il faut le souligner quand le travail est bien fait et oui, très bien, merci. Donc je vous propose de voter cette autorisation de signer cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour votre unanimité. Et pour le point suivant, je vais de nouveau passer la parole à Philippe Six sur le point qui concerne l'indemnité de gardiennage de l'Église. Bien, donc c'est un point très particulier, sachant que toute commune doit assurer un service de gardiennage pour les églises communales. Ce service est censé représenter les frais que les intéressés exposent pour s'acquitter de la tâche en question. En ce qui nous concerne, nous appliquons donc la circulaire qui est applicable dans ce domaine et qui considère 2 cas de figure, soit un gardien résidant dans la commune, soit un gardien qui ne réside pas dans la commune. Lorsqu'il s'agit d'un gardien résidant dans la commune, le montant est de 479,86 €. Pour un gardien qui ne réside pas dans la commune, ce montant est de 120,97 €. Donc il est proposé au Conseil d'allouer à la paroisse cette indemnité annuelle qui est portée au taux maximum fixé un taux qui est fixé par circulaire ministérielle. Et donc c'est 120,97 €. Pour la commune, c'est 120 €. Des questions? Si le prêtre venait à devenir résident de la commune en cours d'année, est-ce qu'il y aurait un prorata à appliquer ou non? Pourquoi pas? Je ne sais pas. Vu la somme. Oui, c'est pas. C'est une question. C'est pas des montants très Je importants, pense c'est qu'on sûr. pourrait faire l'effort si c'était le cas. Un gros effort. Oui, non, bien évidemment. Ça me semble normal. Je vous propose de... Oui, non, il y avait... Pardon. Juste une
est-ce qu'une participation autre, notamment des usagers, quels qu'ils soient, de cette église, a été envisagée pour que, en fait, ce ne soit pas la commune qui supporte ces frais et que ce soit des frais qui soient à la charge des, je pense que croyants, des usagers, Je pense que c'est deux choses différentes parce que cette indemnité de gardiennage, elle est versée parce que nous sommes propriétaires de l'église. C'est donc la commune qui fait les frais d'entretien de ce bâtiment. C'est un bâtiment communal. Et puis en ce qui concerne les habitants, je pense que ça peut être le denier du culte qui puisse répondre à cette question. Et je pense que ça se fait de manière courante chez les paroissiens et chez les autres personnes de Saint-Didier qui veulent donner en plus à l'église. Oui, mais on n'a pas un gardiennage spécifique de chacun des bâtiments de la commune. Là, on a quand même une exception. Pour les autres bâtiments de la commune, oui, effectivement, il n'y a pas de gardien, mais il pourrait par exemple y avoir un gardien pour le CLB. D'ailleurs, on l'avait envisagé lors de manifestations et autres. Voilà, c'est un choix et c'est encore une fois, c'est une circulaire ministérielle qui impose cette indemnité de gardiennage. Voilà, je pense que pour 120,97 €, on ne va pas trop creuser, savoir s'il y a d'autres personnes qui peuvent la régler. Oui, par an en plus, oui, par an. Oui, c'est pas par mois. Ramener au mois, effectivement, ça ne fait pas beaucoup. Très bien. Oui, je vous propose de le mettre au vote. Qui est contre? Ludovic Baldefrosal est contre. Qui s'abstient? Merci pour votre vote. Le point suivant concerne la servitude de tréfonds du réseau d'assainissement du sentier de la Murière. C'est un point que nous retirons à l'ordre du jour car il y a une autre solution de trouver par cette personne qui construit sa maison, donc ce n'est plus à l'ordre du jour. Le point suivant est la cession d'espace public à la métropole et concerne la maison Meunier, et je passe la parole à Didier Verdillon. Bien, donc comme vous le savez, la commune a acquis cette maison par l'intermédiaire de la métropole en vue d'en faire un équipement public. Donc la transformation et la rénovation de la maison pourrait accueillir cet équipement. Il y a eu l'aménagement d'une place publique sur l'entrée nord et la réalisation des logements sociaux qui sont à venir. La première tranche de ces travaux étant achevée, la métropole se propose d'acquérir l'espace public, qui est donc, puisque ça fait partie de l'engagement, sur une superficie d'environ 500 mètres carrés. Et puis après l'occupation, enfin la construction des logements sociaux qui font partie de l'engagement que nous avons pris avec la métropole lors de l'acquisition de ce tellement, la commune rétrocédera à la métropole le reliquat des espaces restants. Donc on vous demande d'autoriser la cession à la métropole de l'ensemble de ces espaces publics aménagés. Des questions? En fait, non. En fait, on vote pour les deux espaces, à la fois celui-ci, qui est en jaune, et également pour l'espace devant Ex-Vivar. Pour une partie, oui. Oui, tout à fait. Oui, le schéma montre bien les... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on rétrocède la partie qui a été aménagée, mais on garde quand même la partie, l'ancienne route, et puis ce qui se passe à côté, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore complètement déterminé l'emprise des logements qui vont être faits. Mais là, non. En fait, là, on vote pour la rétrocession uniquement du terrain en jaune pour l'instant. Hein? Oui, tout à fait, oui. Oui, pour le parvis. Voilà. Oui, c'est bon. Parce que le parvis, lui, il était réalisé. Voilà. Donc en fait, ils nous rétrocèdent la maison, puisque ça devient notre propriété, et on leur rétrocède le parvis, puisque c'est eux qui... Il n'y a pas d'autres clauses annexes dans la bonne synthèse, tout est dit. Non, à ce jour, c'est... Voilà. Ouais. Merci.
Juste une question. Qu'est-ce qui fait que on n'intègre pas les parties en espace vert, que ce soit sur les deux... Parce que c'est la politique de la métropole, tout ce qui est espace vert est communal. Par exemple, le parking sous la mairie, toute la partie goudronnée est métropolitaine, et puis l'espace en herbe qui borde ce parking est communal. Un autre exemple, le rond-point de la Chèvre, toute la partie en pavé est métropolitaine, et l'arbre qui est au milieu est communal. Ouais, je sais, ça peut faire sourire, mais c'est une question d'entretien, en fait. Ouais, c'est une question d'entretien. En fait, c'est une question d'entretien, c'est qu'à partir du moment où nous, si la métropole est propriétaire, ils ont donc la charge de l'entretien, et c'est compliqué pour eux de gérer des petits espaces, et c'est plus facile de le faire par nos services, puisque nous, on n'a pas de convention avec la métropole sur l'entretien de nos espaces verts. Ça s'explique globalement comme ça. Bon, du coup, je reviens sur la dernière phrase de ce paragraphe. Si la métropole venait à vouloir qu'on lui cède le terrain qui est situé devant ex-Guibard, ça ne resterait pas un espace vert. Alors, il faut que les aménagements soient terminés pour ça. Là où il y avait l'ancien monument aux morts, il est prévu des aménagements qui, pour l'instant, ne sont pas terminés, ou en tout cas, ne seront mis en œuvre que lorsqu'on aura bâti sur le Tellement la partie logement social. Parce que quand on a acheté la maison Meunier, il y avait bien sûr la réhabilitation de la maison, et puis sur la partie terrain, on a l'obligation de construire des logements sociaux. Ces logements, il faudrait réfléchir à un projet et voir ce qu'on bâtit. Et du coup, toute cette partie en herbe n'est pas terminée. Elle ne sera terminée que quand les constructions seront faites. Et à ce moment-là, on verra au niveau des emprises et on verra qu'est-ce qui deviendra métropole et qu'est-ce qui deviendra communal. Ils se déplacent, ils viennent, ils mesurent et après ils nous font ce genre de plan. Et ils nous disent, ben voilà, on rétrocède telle ou telle partie à la commune et vous, en contrepartie, vous nous recédez telle ou telle partie. Il n'est pas prévu que les logements soient construits sur la partie verte pour l'instant. Quand tu parles de la partie verte, tu parles de la place où il y avait le monument mort. Ah non. Et les logements, comme les accès au chantier se feront peut-être du côté de la pharmacie, je ne sais pas, je peux pas prévoir ce que font les entreprises, mais soit par la pharmacie, soit devant le parvis, on a décidé, d'un commun accord avec la métropole, de ne pas toucher cette partie-là. Mais ça ne veut pas dire que il y a des... non, les constructions, elles ne se font pas sur le parvis. Enfin, l'ancien parti où il y avait le monument mort. En théorie, les constructions, elles se feront sur la partie bleu ciel, avec éventuellement un petit déport d'alignement, j'en sais rien, sur la partie... mais l'objectif, c'est que ça se construise que sur cette partie-là. Merci. D'autres remarques? Non, très bien. Je vous propose de le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Le point suivant concerne l'exonération de droit de place au marché en raison de la crise sanitaire. Et je repasse la parole à Philippe Six. Bien, donc il s'agit effectivement de voter les exonérations accordées aux commerçants, aux exposants, qui ont été privés d'emplacement à cause du confinement, soit le premier et le deuxième confinement, soit uniquement le premier. Donc la règle, c'était que les commerçants non sédentaires et non alimentaires ne pouvaient pas exposer lors du premier et aussi du deuxième confinement. En revanche, il y a 2 commerces alimentaires qui n'ont pas pu exposer lors du premier confinement du fait de la demande de la municipalité, mais qui ont pu en revanche travailler lors du deuxième confinement. D'où il ressort que les montants sont les suivants. Pour les 3 premiers commerçants, c'est-à-dire Dratler, c'est un commerçant textile, Van-Lantenne, les vêtements, Schied, le rempailleur. Donc les sommes correspondent à la fermeture réglementaire lors des 2 confinements. Premier confinement de 10 semaines, deuxième confinement de 4 semaines.
Ensuite, les deux derniers, Blanchet, c'est un camion pizza. Mochian, ce sont des produits africains. Ceux-là sont indemnisés uniquement sur le premier confinement, pendant les 10 premières semaines du premier confinement, et non pas sur le deuxième. C'est des petits montants et au total, ça représente sur les deux périodes un total d'exonération de 328,02 €. Des questions, des remarques? Très bien, donc je vous propose de le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette nouvelle unanimité. Donc on arrive à la fin de l'ordre du jour de ce conseil et nous allons donc aborder l'ajout du vœu sur le parking des Sœurs. En fait, il ne s'agit pas d'un vœu soumis au vote, mais d'une question orale. Donc je vais lire le texte que Laure m'a envoyé pour Saint-Didier-Autrement. Nous souhaitons porter un vœu sur l'état et l'utilité du projet de parking dit des Sœurs Saint-Charles tel qu'il a été présenté initialement. Il apparaît en effet, alors même que l'évaluation de son intérêt local n'a jamais été débattue dans ses envergures et impacts, que l'on constate une flambée des coûts associés qui ne semble pas devoir s'arrêter et que son inscription est en désaccord avec les axes stratégiques 3, qui sont les modes actifs, et 4, trame verte et bleue, du pacte de cohérence métropolitain, que ce projet mérite un débat public et un référendum local. Nous émettons donc le souhait que soit débattu en séance du conseil municipal la nécessité de soumettre la réalisation de ce projet à la décision directe de nos concitoyens par voie référendaire. Je veux signaler que ce projet était déjà identifié sous la mandature précédente, donc déjà expliqué. Il était aussi clairement défini dans notre programme lors des dernières élections. Ce projet a fait effectivement l'objet de nombreuses attaques de la part de Saint-Didier-Autrement, donnant donc la possibilité aux désidériens de nous sanctionner par leur vote. Ce n'a pas été le cas, bien au contraire. Nous avons d'ailleurs fait une réunion publique le 6 octobre dernier pour expliquer le projet aux désidériens et n'avons pas rencontré d'opposition. Nous tenons à rappeler que l'achat de ces terrains, qui est un terrain constructible, s'est fait à un prix d'environ 280 000 € avec pour destination unique la réalisation d'un parking. Sur le plan financier, lorsque nous avons fait le choix de l'architecte Paul Zella, nous étions à 1 212 780 € hors taxes, travaux, le 19 août 2019. Les trois offres étaient au même niveau de prix. À l'issue de l'APD, donc l'avant-projet définitif, le 27 janvier 2020, nous étions à 1 373 375 € hors taxes travaux, avec des modifications que nous avions demandées et qui portaient sur des rampes d'accès PMR, sur la pierre qui recouvre le parking et sur le cheminement piéton dans le jardin. Suite à la première consultation infructueuse et après intégration de la mise en autonomie de l'éclairage du site, c'est vrai qu'on n'avait pas précisé la dernière fois, mais il y a des panneaux voltaïques qui seront posés sur ce parking pour 60 000 € hors taxes. Et il y a divers petits aménagements pour 20 000 € hors taxes. Nous sommes donc passés à un montant de 1,7 million. Non, si on... Ah non, attends, je vais te dire après. 1,7 million hors taxes travaux, qui représentent 17% d'augmentation. C'est principalement dû à la complexité de la trail, qui a été mal estimée par l'économiste, et d'une manière générale, le surcoût est lié aux contraintes sanitaires qui font augmenter les coûts de la construction, les matériaux comme l'acier, qui a subi une grosse inflation, et la réévaluation depuis 2019 sur l'ensemble des corps de métier. Nous avons figé les honoraires de l'architecte sur la base de 1 450 000 hors taxes travaux, c'est-à-dire le montant de l'APD
et des 80 000 euros qui sont donc les 60 000 euros des panneaux photovoltaïques et des petits aménagements divers pour 20 000 euros. Les erreurs d'appréciation ne supporteront pas les honoraires d'architectes. Les axes stratégiques du pacte ne sont pas remis en cause. Comme nous nous y sommes engagés pendant la campagne, nous proposerons dans les mois à venir, en partenariat avec la métropole, un plan de circulation et d'aménagement pour les modes doux. Nous défendons également la trame bleue et la trame verte, et les conclusions de l'étude de cadrage en cours de finalisation sur les zones URL et AU le démontreront. Nous avons tous constaté la saturation du stationnement sur ce secteur liée à l'augmentation des effectifs de l'école privée, maternelle, primaire, collège, lycée et internat, la pratique des activités associatives, l'utilisation croissante de la grande salle du CNB, la nécessité d'offrir du stationnement pour désengorger le centre. Cela nous conforte dans notre choix. Dans la configuration d'une commune comme la nôtre, l'utilisation de la voiture restera importante pendant encore de nombreuses années, même si nous avons comme objectif de développer les modes doux. En conclusion, nous vous rappelons simplement que ce sujet a été soumis 2 fois au vote, lors du budget primitif 2020 et du budget primitif 2021. Il n'y a pas lieu de le soumettre à un nouveau vote. Les électeurs nous ont fait confiance il y a moins d'1 an sur des bases claires. Nous ne ferons donc pas de référendum que seul le maire peut proposer. Voilà pour la réponse à la question que vous posiez sur le parking des Sœurs. Ensuite, il y avait des réponses à apporter à d'autres questions que Laure m'a fait passer et qui concernent le compte-rendu établi par le préfet sur la commission SRU du 2 décembre 2020. Donc, Didier va apporter les détails sur l'opération de la Fougeraie et sur l'opération du quartier de Crécy qui est avec le promoteur Fornas. Bien, donc concernant le projet sur la Fougeraie, donc un promoteur s'est identifié puisqu'il a été choisi par la mutualité qui était propriétaire de la Fougeraie, et ce promoteur, c'est la société Vinci. Il a été sélectionné donc par la mutualité, et le projet comporte une résidence senior, hein, donc je rappelle qu'on est dans le cadre d'un projet, d'une résidence senior en mode locatif, d'environ une centaine de logements répartis à 75% en T2 et à 25% en T3. La cible, c'est des gens entre non dépendants, bien entendu, et la cible est sur une tranche d'âge entre 75 et 85 ans, ce qui explique que les logements sont de type T2 et T3. En complément, il est prévu sur ce tènement la construction de 5 petits collectifs R+1 plus attiques qui représenteront 57 logements, dont 44 logements sociaux, le reste étant en accession. En termes de stationnement, l'ensemble prévoit 130 places en sous-sol et 11 places extérieures. Dans le cadre du projet, ça prévoit également un élargissement de la rue de la République dans le sens à gauche en montant, donc sur la partie du tènement. Donc voilà en l'état la nature du projet qui sera approfondi dans le cadre de l'étude de cadrage qui est à ce jour relativement avancée. Donc on devrait effectivement dans les semaines à venir pouvoir aller un peu plus en avant sur ce projet avec Vinci. Concernant ce qu'on appelle le terrain de Crécy, plan de fort, je ne sais pas comment on l'appelle, enfin, ou Fornas, c'était bien ça l'objet. C'est bien ça, hein? Celui-ci est celui face à l'EHPAD.
Là, on va répondre déjà sur... on va répondre, donc on parlait bien de Fornas, c'est-à-dire celui qui est chemin de Crécy, angle Crécy-Blanquefort. Hein, d'accord. Donc, ce terrain, ce tènement avait été en compromis avec un promoteur qui s'appelle Fornas, pour lesquels il y avait eu un permis d'aménager qui avait été déposé et validé par la commune en 2018, peut-être même 2017, enfin, je ne sais pas les dates précises. Toujours est-il qu'un ensemble de riverains a saisi le tribunal administratif concernant ce permis d'aménager, et que ce permis d'aménager a été, le tribunal administratif a annulé le permis d'aménager qui avait été délivré en juin 2019. Ils l'ont annulé le 7 janvier 2021. Donc c'est tout récent. Et donc il a été annulé au profit du promoteur Fornas. La commune ne fera pas appel de cette décision. À ce jour, puisque on est dans des périodes quand même de recours, hein, de la part, à ce jour, nous n'avons aucune information sur les intentions de Fornas concernant un éventuel recours ou appel concernant la décision du tribunal administratif. Toujours est-il que, concernant la commune, nous ne ferons pas appel de cette décision. Voilà, et moi, pour aborder le dernier point qui a été soulevé dans ce rapport SRU, je voudrais savoir ce que vous entendez par terrain situé chemin de Crécy face à l'EHPAD et à quel terrain vous faites référence. Alors, je n'ai pas pris malheureusement avec moi le rapport SRU. Il était évoqué dans ton intervention que tu faisais auprès des personnes durant la réunion. Justement, c'est un terrain qui pour moi était face à l'EHPAD. Je ne sais pas si vous avez ou pas sous les yeux le rapport SRU. Oui. Alors, si tu peux reprendre juste ta phrase, en fait c'était en bas de page ou en haut de page derrière, je ne sais plus les termes exacts, mais pour moi il y avait 3 terrains différents. C'est d'abord en bas de page. Ouais. Il y avait... Madame Mathieu revient sur les projets envisagés sur la zone URM qui comprend de nombreuses parcelles privées. Le projet Fougeray est le plus avancé, portage par Lyon Métropole Habitat pour la création de 30 à 40 logements. Le projet face à l'EHPAD pourrait donner lieu à des logements 100% sociaux, si Lyon Métropole Habitat est choisi, et puis après le recours sur le projet Plan Fort Crécy. Donc c'est sur le terrain, parce que tu me demandes le terrain situé chemin de Crécy face à l'EHPAD. Donc, moi je ne vois pas de quel terrain ça parle. Parce que le rapport du préfet dit le projet face à l'EHPAD et pas le terrain situé chemin de Crécy face à l'EHPAD. Alors, quel projet face à l'EHPAD? Non, mais moi, je voudrais aller plus loin. Est-ce que vous avez compris quoi? Alors, j'ai compris que le terrain qui est municipal face à l'EHPAD était effectivement en question. Alors, j'ai mal compris. Je vois quels sont les autres terrains disponibles face à l'EHPAD. Ce n'est pas... le préfet ne mentionne pas le terrain situé chemin de Crécy, donc propriété de la commune face à l'EHPAD. Je pense que ce n'est pas très bienvenu de remettre en cause compte rendu du préfet, parce que là, une fois de plus, vous avez fait courir une fausse rumeur dans la commune, car vous avez fait une erreur d'interprétation de ce compte rendu du préfet. Pour moi, c'est grave, inexcusable et inacceptable, parce que je me rends compte que votre position, elle est tout sauf constructive comme vous le prétendez. Parce que là, vous êtes parti sur ce terrain communal en disant on fait des logements sociaux, il n'y aura jamais de tennis. Et moi, j'ai eu personnellement les gens du tennis qui m'ont appelé. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'a jamais, en plus c'était même voté en conseil municipal, donc ce qui était encore plus grave, on n'a jamais décidé ça. Donc là encore, c'est une erreur d'interprétation. Ça peut arriver, mais je pense quand même qu'il faut faire attention quand on lit les rapports, et ça ne concerne pas du tout un terrain situé chemin de Crécy face à l'EHPAD. C'est un terrain face à l'EHPAD, mais pas situé chemin de Crécy. Voilà. Peut-on savoir lequel?
Eh bien, j'aurais volontiers répondu à la question, mais comme c'est seulement en cours de négociation, je pense que c'est un petit peu tôt parce que je pense que les gens qui sont propriétaires de ces terrains ne souhaitent pas que pour l'instant ça aille plus loin. Voilà. Dans les informations diverses... J'ai juste une ou deux questions sur les informations qu'on vient de recevoir. Sur la Fougerolles, j'ai deux questions. Est-ce qu'on connaît la date de démarrage des travaux? Non, il n'y a encore pas de permis de construire de déposer. Et approximativement, est-ce que ça va se faire cette année ou plus tard? Moi, je veux bien donner un bon élément de réponse, mais aujourd'hui, de toute façon, on l'a écrit à tous les promoteurs qu'on attendait le résultat de l'étude du cadrage. Donc, cette échéance, elle était fin mars. Donc, on a réitéré à Vinci qu'on voulait respecter, puisqu'on est assez avancé dans le projet. Enfin, dans l'étude de cadrage et scénario, on les a quand même, ils sont relativement identifiés, donc on arrive à la fin. Mais ce qui veut dire que je pense qu'au mieux, on a un projet qui va commencer à être étudié dans le détail, instruit avec l'architecte conseil de la métropole, parce qu'on est quand même sur des projets qui sont un peu lourds, sur, à mon avis, la période d'ici l'été de cette année. Ensuite, la résidence senior est un établissement qui recevra du public. Donc on a des délais d'instruction qui sont plus longs qu'un bâtiment normal. Donc je pense que raisonnablement, il n'y aura rien de démarré avant l'été 2022, enfin, je pense. Et c'est difficile d'appréhender mais en tout cas, les instructions sur le projet avec l'architecte conseil de la métropole n'interviendront qu'une fois qu'on aura les conclusions d'études de cadrage, c'est-à-dire vraisemblablement sur avril-mai. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ensuite, dépôt de permis, je ne vois pas bien comment un permis puisse être accordé et purgé avant fin 2021. À mon avis, ça me paraît difficile. D'accord, merci. Voilà. Et une autre question. Là, je comprends que le projet est considéré comme un projet isolé, individuel. Il n'y a aucune réflexion sur un lien avec le terrain de Favril, avec d'autres éventuels projets le long de la rue de la République, pour avoir une vision plus globale de toute cette partie du centre-ville qui pourrait être étendue, aménagée, construite dans les années à venir. C'est tout l'objet en fait de l'étude de cadrage sur lesquels aujourd'hui on est on est relativement avancé avec la métropole sur des orientations. Il y a une commission charte d'urbanisme demain soir sur lequel sera élaboré le scénario, un début de scénario retenu et les aménagements qu'on souhaite dans ce cadre-là. À la métropole, on doit de nouveau avoir une réunion qui doit être fixée, je pense, d'ici mi-mars, pour figer, sachant que l'objectif de l'étude de cadrage est d'aller vers l'inscription d'une OAP, c'est ça, une OAP sur le secteur de cette zone URM et Favril, qui serait inscrite dans la modification numéro 3 du PLU. Par contre, les projets, on ne va pas pouvoir les retenir jusqu'à la validation. Donc ça veut dire qu'on veut que les éléments d'étude de cadrage nous donnent suffisamment d'éléments pour ne pas complètement bloquer les projets, mais qu'elles se fassent dans l'esprit de l'OAP qui sera défendu. Voilà, c'est ça l'idée. En fait, mes questions elles sont liées au fait que là, manifestement, il y a quelque chose d'assez avancé dans l'esprit de Vinci sur la définition de ce famille-là. Quand on voit le niveau de construction, ça laisse assez peu d'espace de jonction ou autre, de circulation ou d'autres aménagements. Donc, il semble qu'il y ait une contradiction et qui pourrait être discutée, négociée, etc. J'imagine dans ce cadre d'un projet plus global. Voilà, je pense qu'on assez rapidement, on aura une vision un peu plus claire par rapport à les conclusions de l'étude de cadrage. Et je pense que, au même titre que Marielle a évoqué les trames vertes
et bleus sur la zone de Favril qui sont dans les axes stratégiques, qui seront pris en compte dans l'étude de cadrage. Donc ça répondra également aux questions. Ouais. Et j'ai une autre question, merci pour cette réponse. J'ai une autre question sur le fait que la commune ne fera pas appel de la décision concernant le terrain à Crécy, le projet à Crécy. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les raisons de cette décision de ne pas faire appel? Parce qu'en fait, les décisions, pourquoi on ne va pas faire appel, c'est parce qu'en fait, il y a eu un refus à statuer, c'est-à-dire qu'en fait, on a, il est reproché d'avoir accordé ce permis d'aménager dans une période de prévalidation, en fait, de prévalidation du nouveau PLUH. Il n'y en a pas en mars. Il y en aura un suivant le mercredi 26 mai 2021 et celui juste avant les congés d'été aura lieu le mercredi 7 juillet 2021. Deux, trois autres informations. La première concerne l'arrivée de Jeanne Dupont en mairie le 15 février 2021 en remplacement donc de Brigitte Baume qui nous quitte la semaine prochaine. Ensuite, nous lançons le recrutement pour un nouveau policier municipal. Et je vous confirme que la formation finance aura bien lieu le samedi 27 mars prochain, le matin, 9h à 12h. Et quand j'aurai le détail de la formation, je vous le ferai passer. Et les élections régionales ont été validées au niveau des dates et ça sera le 13 et le 20 juin 2021. Voilà, moi j'en ai terminé pour ma part. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Est-ce que je peux juste faire une remarque d'ordre général? J'ai été, je pense qu'on passe 1h30 ensemble, il y a un travail qui est effectué par vous assez important, et j'ai trouvé ça assez respectueux qu'il y ait beaucoup d'élus qui passent la quasi-totalité de leur conseil sur un téléphone portable. Ok, c'est noté. Il est 21h, enfin moins qu'il y ait d'autres choses, non? Il est 21h48, je déclare la séance levée. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.